L'anatomie du commerce international, évidence, en partant des firmes françaises. Voilà, évidence, c'est un terme anglais qui ne se traduit pas par évidence, mais disons c'est fait. Je vais essayer d'insister pas mal sur les faits. Au départ, moi, je suis économiste du travail. Et économiste du travail, il y a un certain nombre de questions qu'on se pose, et on se demande pourquoi il y a du chômage. C'est des questions assez stupides. En France, on a plein d'idées de pourquoi il y a du chômage. Mais les idées que les économistes ont mondialement, en général, sont assez peu en ligne avec les idées que vous, nos concitoyens, ont. Alors, il y a des idées saugrenues que peuvent avoir nos concitoyens. Ce n'est pas parce qu'on est en démocratie qu'il faut penser que tout le monde a raison. Mais parfois, les gens n'ont pas forcément des idées totalement saugrenues. Et l'idée que la mondialisation puisse avoir un impact, on l'a vu, dans le fond, on voit bien que c'est un impact sur les prix relatifs, comme l'expliquait M. Guénry, me semblait intéressante et complètement sous-évaluée en termes de poids par la plupart des économistes du travail qui croyaient qu'une grande partie des transformations du monde et de la croissance des inégalités qui étaient observées aux États-Unis en particulier, et presque essentiellement aux États-Unis, provenaient du progrès technologique biaisé. Donc en un mot, c'est les ordinateurs. Alors, évidemment, si c'est les ordinateurs, c'est compliqué. On peut peut-être former les gens, donner des ordinateurs à tout le monde. C'est ce qu'on fait quand on dit on va donner des ordinateurs à l'école, ça améliorera les choses. Bon, on sent bien que l'homme politique est content. Et dans le fond, moi, je n'étais pas complètement convaincu. D'abord, on n'observait pas les mêmes choses en France. Et il y avait quand même quelque chose qui se passait en même temps, qui était une globalisation extrêmement importante. Donc moi, quand j'ai vu ça, d'abord, j'aime bien faire exactement le contraire de ce que font les gens en général. Il y a toujours une niche, vous savez, à faire le contraire de ce que font les autres. Et puis, en plus, je me suis assez vite rendu compte qu'il existait des données tout à fait exceptionnelles en France, qui peut-être existaient ailleurs, mais qui étaient plus difficilement accessibles, sur le comportement à la fois à l'export et à l'import des entreprises françaises. C'est-à-dire que parce qu'on a l'Europe, parce qu'on a des douanes, les douaniers ne font pas qu'arrêter les gens à la frontière, ils vont aussi dans les entrepôts des aéroports, et puis il y a tout un ensemble de choses. Les entreprises doivent remplir des formulaires. Ces formulaires sont récupérés par les douanes pour faire des calculs. Donc tous les calculs que vous voyez de balance commerciale partent au départ de données microéconomiques. Ces données microéconomiques sont à la disposition des statisticiens pour répondre à des questions. Donc on pouvait disposer de données microéconomiques pour plusieurs années pour pouvoir examiner le comportement des entreprises, déjà de pouvoir les décrire, et de voir ce qui se passait. Donc moi j'ai entrepris un certain nombre de projets à partir de ça, qui continuent encore, qui essayent de comprendre le comportement des entreprises à l'exportation, c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui, mais aussi les imports, et le lien qu'il peut y avoir avec le marché du travail. Donc on fait un certain nombre de développements. J'ai commencé ces travaux vers les années 2000. Le papier que je vous présente a été publié en 2011 et on a pris à peu près 10 ans entre le début et le moment où il a été publié. C'est 10 ans de boulot. Ça a été publié dans la revue la plus prestigieuse de notre discipline, mais c'est quand même 10 ans de boulot et tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Donc c'est un travail que j'ai mené avec Jonathan Eaton, qui est prof à Penn State University, et Samuel Kortum, qui est prof à Yale. Et donc moi, je suis au Crest NSAE. OK. Voilà la première chose. Donc ce qu'on veut, c'est dans le fond décrire et après disposer d'un modèle d'entreprise pour comprendre ce que c'est qu'une entreprise qui exporte. Pourquoi est-ce que c'est des enjeux très importants? Parce que dans le fond, ce qu'on sait, et ça je vais vous donner des exemples qui sont tirés, disons, du marché du travail, mais aussi de tout ce qui tourne autour de la création de produits. Ce sont les mêmes entreprises qui sont productives, qui exportent, qui innovent. C'est ça qu'on trouve dans les données. Dans le fond, les hommes politiques voudraient qu'elles puissent désigner telle ou telle entreprise dont on va dire, bah, celle-là, tu vas exporter et tu vas faire tel produit. C'est un peu ce qu'on voit actuellement lorsque Montebourg s'agite. Il a envie que l'entreprise qu'il a sous la main, ou Ségolène Royal, ou n'importe quel homme politique de droite, hein, je pense qu'ils sont tout à fait égaux devant ce genre de choses, de savoir à l'avance quelle est l'entreprise qui va exporter, qui va réussir. Dans le fond, on ne sait pas prédire ça.
On sait juste qu'il y a des entreprises plus productives, qui réussissent mieux que d'autres, et que le fait d'être productif, le fait de faire croître sa productivité, contrairement à ce qu'on raconte en général, ça a des effets bénéfiques sur l'innovation et sur la croissance de l'emploi. Donc dans les données, je ne montre pas ici, mais je vous raconte une histoire dans le fond pour justifier pourquoi je regarde tout ça et pourquoi c'est intéressant de s'intéresser aux entreprises, c'est que dans le fond, les entreprises dont la productivité croît sont aussi les entreprises qui, la plupart du temps, font croître l'emploi. Donc de ce point de vue, contrairement à ce qu'on a en tête, les données montrent que la croissance de la productivité n'est pas nécessairement ennemie de l'emploi. Même peut-être si à court terme, ça peut avoir des effets, mais en moyenne, tous ces débats autour de est-ce qu'il faut laisser PSA fermer des usines ou pas, bah, c'est des questions, il y a des questions théoriques, mais c'est des questions empiriques. Ce que les données nous disent dans tous les pays du monde, c'est si on veut qu'elle meure, c'est peut-être efficace de l'empêcher de fermer. Ça a de grandes chances d'arriver à la faire mourir. C'est pas sûr qu'en fermant, elle arrive à survivre, mais il n'y a pas beaucoup d'autres solutions. Il n'y a pas beaucoup d'autres solutions parce que tout d'un coup, en même temps, il y a la Chine. Ça renvoie avec Sheroline, qui est abondante en travail peu qualifié, et puis qui une concurrence, qui, de plus en plus, ça a des effets. On va voir quels effets ça a sur les entreprises. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est quelque chose dans lequel la productivité est centrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les films sont hétérogènes. Quand Roger vous a présenté Sheroline, il n'a pas parlé d'entreprise, c'était des économies. Il y avait des économies avec plus ou moins de terre, plus ou moins de travail, plus ou moins... Là, les entreprises sont hétérogènes. C'est bien ce qu'on a en tête lorsqu'on fait des différences entre petites et grandes entreprises. Une petite entreprise, on se dit, a priori, elle est peu productive. Mais ce n'est pas toujours vrai, parce qu'il y a des petites entreprises qui deviennent grandes, plus souvent aux États-Unis qu'en France, plus souvent en Allemagne qu'en France, mais... Donc il y a certainement des petites entreprises qui sont bien, qui font bien, qui sont productives et qui vont grossir. D'accord? Et puis d'autres qui sont vieilles et qui ont vocation à mourir. Ce qui renvoie à d'autres questions sur lesquelles on ne va pas s'attarder aujourd'hui. OK. Donc ce que je vais utiliser, c'est des données des douanes sur les ventes de 200 000 entreprises des secteurs manufacturiers en 1986 qui vont exporter. Je peux observer si l'entreprise exporte et combien elle exporte dans chacun des pays. Alors, les effets d'être passé dans le marché unique, vous savez qu'en 92, fin 92, on est passé, début 93, on est passé dans le marché unique, vous savez, avec toute la période 86-92, ça veut dire que les entreprises qui exportent en Europe, maintenant, ne reportent plus des ventes en dessous d'un certain seuil. Là, avant 93, donc 86, on a toutes les ventes. On a plein d'entreprises qui vendent 1000 francs. C'est des francs à l'époque. D'accord ? Qui vendent pour 1000 francs en Belgique ou je ne sais quoi. D'accord ? Donc on va essayer de comprendre ce que ça nous donne. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder 113 pays, dont la France. Je vais traiter la France comme un des pays. Il n'est pas différent des autres parce que dans le fond, exporter c'est juste formel, il faut passer une frontière, mais vendre en France, il faut déjà vendre en France. D'accord ? Donc la France est un des pays de mes 113 pays. Et on va, ça c'est la partie disons formelle et qui peut-être vous intéresse le moins, mais sur lequel, qui est un des outils absolument essentiels. Et je vous dirai certains éléments du modèle pour que vous puissiez comprendre en quoi c'est important, de modèles du commerce qui sont des modèles basés sur des entreprises et non plus sur des économies homogènes, si je puis dire. Et donc la question que nous on se posait, c'est est-ce que les modèles à la Melitz, Thomas Chaney, donc ce qui est pas mal, c'est que Marc Melitz, en fait, il est à la fois français et américain, il est prof à Harvard, Thomas Chaney, il est maintenant à Toulouse, mais il est français. Et Elfman, il est israélien et il travaille à Harvard. Donc, est-ce que ces modèles sont... Mais ça, dans le fond, je ne vais pas insister tellement là-dessus. Ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, ça répond assez bien. On peut dire beaucoup de choses. Mais il faut ajouter des éléments stochastiques, parce que ces théories sont... Vous voyez, c'est vraiment des théories, il y a peu de paramètres, dans le fond. Et ce qui est intéressant, c'est d'avoir des théories extrêmement... une théorie, dans le fond, si vous avez une théorie extrêmement compliquée, ce n'est pas très intéressant, parce qu'on ne peut pas bien l'utiliser. La force du marteau, c'est que c'est vraiment simple. On peut, avec un marteau, on ne peut pas faire tout, mais au moins, c'est un outil simple. Et Sheroline, c'est un outil simple, malgré tout, une fois qu'on a un peu de maîtrise. Ce qu'il faut donc, c'est des théories simples,
qui nous permettent de dire des choses que d'autres théories ne pouvaient pas dire. Il ne faut pas que ça devienne trop compliqué, sinon ce n'est pas forcément très intéressant. Et une théorie modifiée de l'entrée, vous verrez pourquoi assez rapidement. Donc on va regarder les données avec des éléments inspirés de la théorie pour voir ce qu'il y a dans les données. Donc je vais vous présenter d'abord, et je vais pas mal insister sur des relations empiriques. Je vais vous donner des éléments de la théorie, je vous raconterai un peu ce que c'est que faire de l'estimation économétrique, parce qu'on peut le faire avec les mains, et donc ça c'est pas mal, parce que autant la théorie peut être un peu compliquée, autant l'économétrie, c'est important de comprendre, dans le fond, comment on passe d'une théorie à confronter à des données, qu'est-ce qu'on peut en tirer. Et après on va faire, je vais vous montrer des résultats, mais ça ne sera pas longtemps, à partir de ça on va pouvoir faire des expériences de politique économique, qui sont des ouvertures de marché, qu'est-ce qui se passe si on baisse les barrières au commerce, quel effet ça a. C'est des effets qui sont des effets sur les entreprises, hein, donc on ne va pas regarder un pays dans le fond. Mais quand même, ça donne des idées de politique économique qui sont quand même plus fins que les messages un peu abrupts qui sont dans la tête de nos dirigeants. Ça ne veut pas dire que ce qu'on dit est plus vrai, mais au moins on a regardé les données, on a essayé de se donner un cadre pour le comprendre, et puis on voit si ça colle ou pas. D'accord ? Alors, les choses que je vais regarder, c'est d'abord l'entrée et le lien de l'entrée avec la taille du marché. Ce à quoi on s'attend, c'est qu'il y aura plus d'entreprises qui vont aller vers les États-Unis parce que c'est un grand marché que vers le Népal. C'est le pays le moins populaire, le Népal. Dans nos données, le pays le plus populaire pour les exportations françaises, c'est la Belgique. Pour plein de raisons évidentes, à la fois de langue et de proximité. Ça renvoie, pourquoi c'est la Belgique, ça renvoie à d'autres théories de gravité, donc je ne sais pas si tu en parleras, Roger, mais bon, il y a toute une théorie qui explique ce genre de choses de manière assez agrégée. Je vous parlerai après des distributions des ventes et comment elles varient à travers les marchés. Ce que vous verrez, enfin vraiment, moi, ce que j'ai trouvé fascinant dans les graphes, dans le fond, les premiers... J'avais jamais fait de commerce international avant de commencer à travailler avec mes camarades Eaton et Kortoum, que j'ai rencontrés dans un café juste à côté de l'endroit où travaille Roger, à l'école d'économie de Paris. Et c'était miraculeux, dans le fond. Vous allez voir que moi, je trouve ces graphes miraculeux, parce qu'ils sont... C'est la force de l'évidence, il y a quelque chose, quoi. Donc ça, c'est rare, et donc j'étais content, et ça m'a donné envie de continuer, de vraiment d'investir dans la théorie, de devenir compétent dans ce domaine. Et puis, il y a un certain nombre de choses qu'on va regarder aussi. Quelles sont disons, comment une entreprise qui exporte vers la Belgique, comment elle exporte vers l'Allemagne? Est-ce qu'elle exporte vers l'Allemagne, pas vers l'Allemagne, etc. Ce genre de choses. Comment se lient les différents... puisque si vous avez des entreprises très productives, il n'y a pas de raison de penser qu'elles vont exporter uniquement vers la Belgique. Elles devraient exporter aussi vers l'Allemagne, aussi vers le Japon, etc., etc. Donc, comment ça se passe dans les données? Et puis, quel est le lien entre la participation à l'étranger avec les ventes en France? En un mot, est-ce qu'un exportateur qui réussit, c'est quelqu'un qui est petit en France ou c'est quelqu'un qui est gros en France? Bon, c'est pas évident, mais c'est ça qu'on va regarder. Voilà, donc ça, c'est le genre de choses qu'on va regarder. Je vais vous montrer les graphes. Donc ça, c'est d'abord entrée sur les marchés. Première chose, donc ça, c'est la taille du marché, c'est des milliards de dollars. C'est des échelles log-log. D'accord? Parce que les relations sont en log. Et là, c'est le nombre d'entreprises vendant dans le marché. Donc, il y a des pays. Le Népal, vous voyez, c'est le pays le moins populaire. NEP, ce n'est pas la nouvelle économie politique, puisqu'on parlait de l'histoire. La France, c'est évidemment le pays où le plus d'entreprises françaises entrent, puisque je traite la France comme un autre pays. Et la Belgique, c'est celui qui est en haut. D'accord? On ne voit pas grand-chose, il y a une pente. Ce qui va être tout à fait fascinant, et c'est là quand même, je trouve, qu'on voit que la théorie dit quelque chose, c'est que la théorie vous dit qu'il faut normaliser ça. Il faut normaliser ça par la part de marché de la France dans ces pays. Et qu'est-ce qui se passe si on fait le même graphe? Voilà ce qu'on a. C'est-à-dire qu'on a quasiment une droite. Il y a des petits bruits, mais c'est tout à fait fascinant. C'est-à-dire que de normaliser par quelque chose, et on va voir que la théorie nous le dit, il faut de normaliser le nombre d'entreprises par la part de marché de la France, qui s'explique par des raisons, encore une fois, on exporte plus en Afrique, pour des raisons évidentes, ou dans certains pays d'Asie du Sud-Est, que dans d'autres.
dans les pays qui ont la même langue que nous, que dans les pays du Maghreb, par exemple, qu'aux États-Unis. Donc si vous normalisez par la part de marché des entreprises en France, il n'y a pas de raison a priori que le nombre d'entreprises et la part de marché ait cette relation. Mais voilà, quand on fait ça, on a quasiment une droite, et c'est tout à fait... Et la France est bien alignée, hein, la France est bien dedans. Le pays avec le marché le plus grand, c'est les États-Unis, le Japon, Russie, et puis la France. Donc on a vraiment quelque chose qui est tout à fait fascinant et qui est très, très fort. Et ce qui est tout à fait rigolo, c'est que maintenant, ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'était, hein, juste avant, zut, toujours dans le mauvais sens, alors comment je fais, tac, voilà. Là, c'était la moyenne. Hein, c'était le entry normalized, c'est donc le nombre d'entreprises. Maintenant, si je regarde les ventes, ça, c'est les ventes des entreprises, et je mets la même taille de marché. Et je mets, donc, quand mes entreprises, elles qui vendent en Belgique, j'en ai, disons, 10 000 qui vendent en Belgique. Je peux faire une distribution, je peux regarder les différents percentiles de la distribution. Le premier quartile, la médiane, le troisième quartile, et le 95e pourcentile. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Hein, ma distribution, voilà, la médiane, vous savez, il y a 50% au-dessus, 50% en dessous. D'accord? C'est différent de la moyenne. Mais, donc quand on fait ça, eh ben, ce dont on se rend compte, et ça c'est les ventes, c'est que pour le premier quartile en jaune, ben, on a une pente qui ressemble beaucoup à la pente du dessus. Même chose pour la médiane, même chose pour le 75 et même chose pour le 95. Donc en haut, c'est les ventes des entreprises les plus grandes dans ces pays, qui vendent le plus dans ces pays. D'accord ? Et donc on a quelque chose qui est, dans le fond, extrêmement linéaire. Vous voyez, c'est des droites de pentes à peu près similaires, et ceci à travers toutes les entreprises. Donc on doit trouver une théorie qui a des sortes d'invariances. Encore une fois, voilà, on regarde, on trouve des moyens de regarder ces choses, et c'est pour ça qu'on appelait une anatomie, ce papier une anatomie, parce que c'est justement, on cherche à disséquer les ventes des entreprises françaises dans les différents pays. La pente, ici, c'est 0,65. Voilà, on a à peu près. On fera un peu mieux après. Alors, la théorie nous dit, ça c'est quelque chose d'assez important, parce que c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de recherches récentes. La distribution des ventes, c'est quelque chose qui a à voir avec la distribution, donc c'est la probabilité de vendre en dessous. Donc XNQ, c'est la vente, c'est le quartile Q de la vente des entreprises françaises dans le pays N, d'accord, XN. La probabilité que la vente d'une entreprise donnée soit inférieure à ça, d'accord, c'est égal à Q. C'est normal, c'est la définition de ce que c'est qu'un fractile. D'accord ? Vous voyez, c'est la définition du quartile de ma distribution. Donc ça, si on dit que notre distribution, c'est une distribution qui est ce que les anglo-saxons appellent des power laws, c'est-à-dire des lois puissance, eh bien, ça nous dit que la courbe que je vais vous montrer après, c'est une droite dans log de 1 moins Q de pente moins 1 sur A. Donc on va regarder. Hein, c'est ça, puisque ça c'est une constante, ce machin log de A moins 1 sur A. Et ça c'est une droite. Donc les fractiles dont je vous ai parlé, d'accord, des ventes dans un pays donné, c'est une droite de pente moins 1 sur A. Et A étant la puissance de ma distribution. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a toute une littérature qui s'est développée ces dernières années en économie sur les distributions des tailles de ville. Quand on parle de zip flow, je ne sais pas si vous avez entendu parler, donc ZIPF, c'est un type qui a trouvé ça, la distribution des tailles de ville, c'est une loi puissance. Il y a plein de choses comme ça, plein de phénomènes qui se caractérisent par des distributions puissance. La distribution de Pareto, etc. Donc il y a vraiment toute une littérature récente qui renvoie à ces questions de ces distributions. Et ça nous dit quelque chose. Si c'est vrai, ça va nous dire quelque chose sur ce qu'on doit prendre comme forme de l'hétérogénéité. Dans le fond, j'ai des distributions d'efficacité. Dans ma population, il faut que je trouve une forme. Il faut que je propose. Est-ce que ça fait une distribution normale? Ben non, ça c'est quelque chose, si c'est vrai, ça va nous dire que ce n'est pas exactement une distribution normale qu'il va falloir prendre, mais une distribution
qui est une forme de loi puissance. Parce que, après, comme on va estimer, on va confronter nos machins à des données. Donc on va essayer d'estimer A. Un des trucs qu'on va essayer de faire, ça ressemble à ça, d'accord? Alors, qu'est-ce que on voit? Voilà. Donc ça, c'est exactement ce dont je vous parlais. Donc on a graphé log de 1 moins Q. Q, donc ça c'est toutes les entreprises, hein, donc ça c'est l'entreprise, ça c'est au-dessus de toutes les entreprises, et puis ça c'est les entreprises qui se rapprochent de celles qui vendent le plus. Et ici, c'est les ventes dans le marché. Pour que ça soit normalisé, qu'il n'y ait pas de problème de taille, puisqu'évidemment, la Belgique, par rapport à la France, c'est plus petit. Donc, on a pris la moyenne, et on a tout divisé par rapport à la moyenne, pour avoir quelque chose qui va entre 0,001 et 1000. D'accord? Et donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ben, ça nous dit, donc, ce à quoi on s'attend, si on a une loi Pareto, c'est qu'on ait une pente de taille, de pente moins 1 sur A. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on voit? On a quelque chose au début qui est moins 1 sur A. C'est quand même fascinant. Enfin, il n'y a aucune raison que ce truc ait cette forme. Hein. C'est vraiment c'est miraculeux. Moi, quand j'ai vu ça, je suis presque tombé amoureux de la théorie, ce qui, quand même, pour moi, est assez, dans le fond, surprenant. Mais ce que ça nous dit aussi, donc c'est vrai, aussi bien dans la distribution des ventes des entreprises françaises en France que la distribution des ventes des entreprises françaises aux États-Unis, en Irlande ou en Belgique. Il y a cette même forme, avec à peu près la même pente. Hein. La pente n'est pas très différente. Malgré tout, ce qu'on voit aussi, c'est qu'en bas de la distribution, c'est-à-dire pour les entreprises les plus petites, c'est celles qui sont là, donc celles qui vendent aussi le moins, c'est pas comme ça. Il faut faire quelque chose, parce que là, ça ne colle pas, c'est pas droit, il y a un petit bitonio qui se passe à la fin. Donc ça, c'est un des points sur lesquels on doit rajouter un paramètre, on va rajouter un paramètre, une théorie, pour que les données, pour que la théorie colle aux données, hein, parce que c'est notre but. Donc juste pour vous voyez, c'est encore une fois la pente, hein, c'est le moins 1 sur A qui était ici. Puisque c'est ça que j'ai grapvé. J'ai grapvé les différents fractiles de la distribution en log, et j'ai mis en... Donc ça c'était... je ne sais jamais... Ça, sur l'axe vertical, c'était ça, et sur l'axe horizontal, c'était le log de 1 moins Q. Abscisse c'est ordonné, mais je ne sais jamais dans quel sens, et ce n'est pas très grave. C'est l'âge. Autre chose, là, les destinations. Voilà les destinations les plus populaires pour les entreprises françaises exportant en 1986. Première, la plus populaire, donc on a environ 200 et quelques mille entreprises. Il y en a 17 699 qui exportent vers la Belgique, 14 579 qui exportent vers l'Allemagne, la Suisse après, l'Italie, l'Angleterre, la Hollande, les États-Unis. Comme vous le voyez, ça décroît, assez lentement. L'ensemble des exportateurs français, c'est 34 000 entreprises parmi nos 200 000. D'accord, ça fait à peu près un septième, disons, des entreprises qui exportent. 15%, disons. Et parmi ceux qui exportent, 50% exportent vers la Belgique. Ce que vous voyez, c'est que si vous faites la somme, clairement, c'est plus que 34 000. Ça veut dire que quand vous exportez vers la Belgique, vous avez aussi des chances d'exporter vers d'autres pays. Inversement, c'est même ce que la théorie dit, dans le fond, et je vais revenir là-dessus, celle qui nous intéresse, elle dit exactement le contraire. Elle dit que si vous exportez vers les États-Unis, alors, nécessairement, vous exportez aussi vers la Hollande, vers l'Angleterre, l'Italie, etc. Et ça, on va voir si c'est vrai ou pas. Et on va s'intéresser aux combinaisons d'exportation. Donc on peut savoir quelles sont les entreprises, combien d'entreprises exportent vers la Belgique, mais aucun des autres pays qui sont dans le top 7. Dans le top 7. Eh bien, il y en a, dans les données, 3 988. Étant donné la popularité de la Belgique, si les exportations, le fait d'exporter vers différents pays était indépendant, on en aurait 1700.
On verra un peu plus tard que grâce à notre modèle, on va à peu près prévoir 4400 entreprises exportant vers la Belgique. Qui exportent à la fois vers la Belgique et l'Allemagne. 863 dans les données, 1200 sous indépendance, etc. Ce qui est tout à fait fascinant, c'est si on regarde celles qui exportent vers les 7. S'il y avait indépendance, il n'y en aurait que 15. Parce qu'il n'y a pas de raison quand on tire au sort. Sous indépendance, c'est qu'on tire au sort en fonction des probabilités d'exporter là-bas. On en aurait 15. Or, on trouve de fait qu'il y en a 2400. 2400. Ce qui est évidemment beaucoup. Ce qui est plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. Et les théories, donc je vais déjà donner des éléments, les théories récentes, ce sont des théories du commerce international dans lesquelles exporter entraîne de payer un coût fixe. D'accord ? Vous payez un coût fixe pour pouvoir exporter. Pourquoi ? Parce que, avant d'exporter, il faut embaucher des gens qui vont s'occuper d'exporter, des gens qui parlent anglais, des machins. Il y a des trucs qu'il faut faire pour aller dans les pays, trouver des distributeurs ou trouver des clients. Donc voilà, c'est une théorie qui dit qu'il y a des coûts fixes. Et la théorie de base, qui est celle de Melitz, dit ces coûts fixes, s'ils sont croissants, normalement, le pays le plus populaire, ça sera l'endroit où les coûts fixes sont les plus faibles. Et puis, les coûts fixes vont aller vont croître jusqu'au coût fixe du Népal, pour lequel c'est évidemment le plus difficile, puisqu'il y a le moins d'entreprises qui exportent au Népal. Mais ça veut dire aussi, à l'inverse, que comme c'est des coûts fixes, le fait d'exporter au Népal fait que normalement, si vous êtes capable d'exporter au Népal, vous êtes capable d'exporter partout. C'est quelque chose qu'on voit dans les données, puisque si vous êtes capable d'exporter, vous exportez quand même dans les 7 à la fois. C'est plus fréquent presque, de manière surprenante, que d'exporter seulement en Belgique ou en Allemagne. Donc il y en a quand même qui exportent dans les 7 à la fois. Mais on va voir que dans les données aussi, il y a plein d'entreprises qui exportent en Belgique, qui exportent aux États-Unis, mais qui n'exportent pas en Hollande. Et ça, la théorie de base ne peut le permettre pas, donc il faut faire quelque chose, une sorte d'embellissement de la théorie pour qu'elle colle aux données. Notre but, c'est que, dans le fond, d'avoir une théorie minimale, enrichie de manière minimale, pour pouvoir coller aux données et aux faits les plus importants des données. C'est pour ça que je passe du temps sur les données, parce que, après, la question de la théorie, il y a des éléments essentiels sur lesquels j'insisterai et d'autres qui le sont moins. Autre chose qui sont tout à fait fascinantes, et moi, encore une fois, quand j'ai vu ces graphes, j'étais tout à fait impressionné. Quand vous faites un graphe, donc ça, c'est les ventes en France de l'entreprise qui nous intéresse, d'accord ? Donc c'est la moyenne des ventes en France, des entreprises qui exportent vers un marché, la France, vers deux marchés, très souvent France et Belgique, mais c'est parfois France et Allemagne, sans en exporter vers la Belgique, etc. Ça, c'est les ventes. Après, vous voyez, jusqu'à 128, on n'arrive pas à 128, on arrive à 113. Donc ce qu'on voit, c'est que les entreprises qui exportent vers tous les pays, et donc le Népal aussi, sont des entreprises qui, en moyenne en France, sont grandes. D'accord ? Donc l'idée qu'une petite entreprise va exporter, c'est pas ça, c'est un mythe, mais c'est les grandes entreprises qui exportent. Inversement, si vous prenez les ventes et le nombre d'entreprises pénétrant des marchés, donc là, c'est le nombre d'entreprises, en abscisse, c'est le nombre d'entreprises, oui, c'est revenu, mais c'est juste parce que je n'ai pas réfléchi. En abscisse, le nombre d'entreprises qui vont vers K ou plus de marchés, d'accord ? Donc là, on a les ventes en France, là-bas, on a les 13 entreprises qui vendent vers le Népal, et elles sont grandes, en moyenne, et là, c'est les entreprises le nombre d'entreprises, donc les 200 000 entreprises, c'est le point qui est là, qui correspond à 1, d'accord ? Et puis on voit, mais c'est quand même ce que je trouve fascinant, c'est que c'est une droite, quoi. On a une droite. Donc on doit avoir dans les données une relation qui nous dit que la relation log-log entre le nombre, le nombre d'entreprises qu'on a, et parce que le nombre d'entreprises, ça va être quoi ? On va avoir des coûts fixes, plus un petit machin qui va faire qu'on va plus ou moins avoir de chances pour pouvoir rentrer. Donc ça va nous dire combien, notre modèle va nous dire combien on a d'entreprises qui rentrent en France, au Népal, etc. D'accord ? Eh bien, ce truc, ça doit être lié forcément aux ventes en France. Donc on doit avoir quelque part
si on fait la relation, on doit avoir ce lien. Notre théorie doit nous dire que le nombre d'entreprises qui pénètrent un certain marché, la Belgique, est lié à la taille moyenne des ventes en France. Voilà. C'est ce qu'il y a dans les données. C'est vraiment tellement fort, cette relation linéaire, que ça serait bête de ne pas le regarder. De la même manière, si on regarde le nombre d'entreprises vendant dans un marché et les ventes en France. Là, c'est le nombre d'entreprises vendant vers K hors more market. Hein. Donc ça, c'est les entreprises vendant vers un pays, vers 2 pays, jusqu'à 113 pays. Ça, c'est vendant dans un marché donné. Et encore une fois, si on regarde la distribution, comme j'avais fait tout à l'heure, on a ces relations linéaires, c'est les mêmes pentes. C'est un peu plus... Vous voyez, ici, on est sur des effectifs où il n'y a pas beaucoup d'entreprises. Donc, ce qu'on pourrait imaginer des lois des grands nombres, ou je ne sais pas quoi de convergence, ça s'applique moins. Mais en tout cas, là, on est vraiment sur des trucs particuliers. Avec une seule différence, c'est que la France, vous voyez, il y a un décalage. Si vous tirez la droite, ben, ça passe au-dessus, quoi. Donc il y a un petit truc, et ça renvoie à vous savez, ce graphe qui était comme ça, puis oups, donc il se passe quelque chose pour les petites entreprises. Il faut faire quelque chose, il faut les traiter différemment des autres. Ça va, c'est clair, ces graphes? J'aurais pas le temps de faire des millions, beaucoup plus de choses que ça, mais dans le fond, ce qui est important, c'est de voir quand même que... Ça m'a appris aussi, dans le fond, ça fait longtemps que je faisais de l'économie, mais il y a l'avantage, ici, d'avoir une perspective qui soit un peu macro, hein, puisqu'on regarde l'ensemble. Ce qu'on n'a pas du tout lorsqu'on fait de l'économie du travail. C'est souvent très micro, l'économie du travail. Donc la perspective macro et le fait d'avoir un modèle théorique, ça discipline la pensée, c'est extrêmement utile. Donc, voilà. Alors, donc, ça donne des pentes ici qu'on va utiliser. Là, c'est la distribution des intensités exportatrices. Je ne vais pas passer beaucoup de temps. Voilà. Donc, le modèle de base, je vais vous donner des éléments, et puis je vais sauter un certain nombre de choses parce que ce n'est pas ça qui nous intéresse. Donc, première chose, c'est qu'on va avoir une distribution des efficacités des entreprises qui sera une loi puissance, comme on l'a vu. D'accord? Voilà, on se dit, on a ça, on se donne une distribution, ça veut dire que ce n'est pas une loi normale, ce n'est pas une loi log normale. D'accord? Les efficacités, c'est une fonction puissance. OK? Ça, c'est important. On utilise des modèles Dixit-Stiglitz, ça c'est d'une concurrence imparfaite, un peu simpliste, mais qui est assez tractable. J'en parlerai. Yes. C'est dans les nouvelles théories du commerce international, c'est ça. Bon, Stiglitz, il est très populaire en France parce que, comme disait un sociologue de mes amis, je ne suis pas sûr que ce soit de mes amis, il est de gauche, bien qu'il soit arrogant quand même, parce que c'est quand même un économiste. Donc les coûts fixes d'entrée, c'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que pour pouvoir rentrer dans un pays, il faut payer un coût fixe. Donc si le coût fixe est de 1000, tous les gens qui ont des commandes de 500, ils ne vont pas aller dans ce pays. Ou du moins, peut-être qu'ils le feront, mais ce n'est pas la théorie qui nous l'expliquera. Ça sera une théorie intertemporelle où on investit dans un pays, même si la première année, machin, l'année d'après, on espère qu'on va vendre plus. Mais ça, ce n'est pas cette théorie. Là, nous, on a une théorie avec une coupe, c'est-à-dire des données en 1986, et on regarde ça, d'accord ? Faut quand même bien voir que c'est un jeu assez contraint, mais au moins, on sait où on va, on sait ce qu'on raconte, et on raconte des bêtises, mais pas trop de bêtises. Et puis, il y a ce truc qui est important, sur lequel toute la théorie du commerce international un peu récente s'appuie, c'est l'idée qu'il y a des coûts de transport iceberg. Donc, c'est pas le Titanic, c'est juste que votre iceberg, pour transporter quelque chose, ça fond. Et donc, si vous voulez, vous avez besoin de livrer vous exportez de France vers les États-Unis, vous voulez avoir un aux États-Unis, ben vous avez besoin d'être plus que un pour délivrer là-bas parce qu'il y a ces coûts iceberg. C'est une façon de prendre en compte. C'est assez pratique parce que c'est multiplicatif et ça a des vertus. Dès qu'on prend des... Vous savez, ces trucs-là, c'est très, très instable. Hein. Si on prend des coûts qui sont plus multiplicatifs, parce qu'iceberg, c'est bien, on voit bien, c'est proportionnel. Quand ça fond, c'est proportionnel, ça fond partout. Vous avez des coûts additifs, c'est la merde. Donc, c'est vraiment, on arrive à dire des choses dans des mondes assez limités, on fait semblant de pouvoir en dire plus, mais malgré tout, il y a quand même des limites à ce qu'on peut raconter à partir d'un modèle. Alors, les problèmes de base que je vous ai évoqués
du modèle de base, qui était celui de Mellitz, qui était un papier important, c'est que les hiérarchies sont imparfaites, c'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui exportent, enfin plein, il y a des entreprises qui exportent, disons, vers les États-Unis, mais qui peut-être n'exportent pas vers la Belgique, alors que normalement le modèle de base devrait nous le dire. Il y a plein de petites ventes. Et puis, ce qu'on constate, c'est que les exportateurs en France, par rapport à ceux qui n'exportent jamais, vous voyez, les points des gens qui n'exportent que vers la France, ils étaient décalés vers le bas. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la distribution des ventes, en fait, les exportateurs sont plus grands. Il y a quelque chose au fait d'exporter qui fait qu'on est plus grand que si la France était juste un pays comme les autres. Même si on le traite comme ça. Donc on doit apporter des améliorations. L'amélioration de base, c'est qu'on va dire, les coûts fixes, chaque entreprise fait face à un choc, on va rajouter un choc, elle a un peu de chance. Par exemple, dans son entreprise, elle veut exporter vers la Belgique, ben elle a du pot, il y a un type qui parle belge dans cette entreprise. Alors la Belgique, c'est un peu con, mais l'Allemagne, il y a quelqu'un qui se trouve parler l'allemand, ou il y a un Serbe dans l'entreprise, et on va exporter vers la Serbie, alors que normalement, on n'aurait pas spontanément exporté vers la Serbie. Donc ça, on a un coût d'entrée plus faible. D'accord ? Inversement, on va avoir des coûts d'entrée plus forts parce que personne ne parle anglais dans l'entreprise et qu'on doit aller aux États-Unis. Donc ça, c'est un choc sur l'entrée, sur le coût fixe. Et on va mettre aussi un choc sur la marge qu'on appelle la marge intensive, c'est-à-dire combien vous vendez. Vous avez du pot, votre produit plaît. Vous vendez, vous êtes José Bové, vous vendez du Roquefort, tout d'un coup, il y a une grosse demande. Inversement, vous vendez du foie gras, il y a un truc contre le foie gras aux États-Unis, vous en vendez moins. Donc il y a un choc positif ou négatif. Ce qu'on va permettre, c'est que ces deux chocs soient corrélés. D'accord ? C'est-à-dire que, on va voir ce que ça va donner. Et puis, on va rajouter aussi, donc ça, c'est en fait, le papier est paru en 2011 ou 2012. C'est un étudiant de Sam Kortum, Markolakis, qui est maintenant à Yale, assistant de prof. On va rajouter, pour traiter les petites entreprises, un coût d'accès qui va faire que, dans le fond, plus vous êtes grand, plus vous avez intérêt à investir dans des coûts de publicité. Parce que vous êtes grand, vous avez du pot, vous rentrez dans un pays. Mais en fait, vous savez que votre produit, c'est de la daube. C'est pas terrible, quoi. Donc, vous n'allez pas faire une campagne de publicité très importante. Vous n'allez pas essayer de le vendre énormément. Alors que si, par contre, vous avez vraiment un bon produit et que vous êtes rentré, vous allez en profiter pour essayer de le vendre de manière très large. D'accord ? Donc, c'est un machin pour faire que les entreprises petites restent petites, même si elles rentrent, et que les entreprises grandes soient plus grandes que les entreprises petites. Il y a une théorie d'Arkolakis, publiée dans le Journal of Political Economy, qui fait la théorie complète de ça. Alors, super, donc ça je vais... Ce qui est important, vous voyez, c'est dans le fond, c'est que là, on a, donc ça c'est des histoires de coûts, on a la mesure de producteurs potentiels, donc on travaille dans des mondes, vous savez, on travaille dans des mondes continus, on n'a pas des mondes, ici on n'a pas des... Nos entreprises, c'est des entreprises, c'est des nombres entiers. On a 232 022 ou je ne sais quoi. Mais on travaille avec des distributions parce que c'est plus facile. Maintenant, il y a un papier intéressant de Eaton et Kortum avec un de leurs étudiants où ils regardent ce qui se passe lorsqu'on a des nombres entiers. Parce que ça a des effets, il y a beaucoup de discontinuité dans tous ces machins. Là, le fait d'utiliser des distributions continues donne l'impression de quelque chose qui est un peu lisse, alors que rien n'est lisse. Rien n'est lisse. Mais bon, donc là, ça donne des éléments sur la distribution des coûts. Voilà, donc ça, c'est le nombre d'entreprises qui délivrent un certain produit au-dessous d'un certain coût. Ce qu'il faut bien voir, là, je vous raconte une histoire, mais quel est le message quand même dans ces trucs-là ? C'est que les entreprises qui exportent, elles vont être achetées soit par des consommateurs, potentiellement, soit par d'autres entreprises. Celles qui exportent, c'est les meilleures. Dans ce genre de modèle. C'est celles qui peuvent surmonter les coûts fixes, et puis celles qui sont très efficaces ont intérêt à vendre beaucoup. Donc ces entreprises sont les meilleures. Ça veut dire que dans le fond, inversement, celles qui viennent chez nous ne sont pas les plus mauvaises. Donc dans le fond, on voit là quelque chose avec cette hétérogénéité des firmes, des bénéfices supplémentaires du commerce qui est seul. On peut toujours raconter l'histoire sur la publicité, les machins. Seuls les meilleurs vont avoir intérêt à venir, et nous, en tant que consommateurs, on va en bénéficier, dans notre bien-être. Parce que ça sera les plus efficaces. Si on prend l'exemple du vin, on peut bien penser que seuls les meilleurs vins
Italiens, Australiens, puisqu'ils viennent de loin, arriveront en France. Ce n'est pas forcément faux. On est assez, en général, on n'aime pas picoler du vin étranger, mais parfois on se trompe. Et ça, c'est le genre de choses qui permet de le capturer. Je ne vais pas insister là-dessus. Il me reste... Donc, je vais vous raconter des choses. Bon. On a des formules pour tout. On a des formules pour les ventes. On a des formules pour les ventes, c'est-à-dire... c'est pas très compliqué. Ça a l'air comme ça, mais c'est comme ça que j'essaye de séduire les jeunes filles, mais ça ne marche jamais. Ce qui est important, c'est qu'on a des formules explicites pour tout. D'accord ? Donc on peut confronter les formules aux données. C'est ça qui est très important. Voilà. Donc je vais vous parler maintenant, rapidement, de la méthode d'estimation. Que vous voyez un peu ce que ça fait. Donc on va estimer ça, je ne suis pas sûr que ça servira beaucoup, mais on estime ça par une méthode qu'on appelle de moment simulé. Qu'est-ce que c'est qu'un moment ? C'est tout ce que je vous ai montré sur les graphes. Quand on regardait, par exemple, le premier quartile de la distribution des ventes des entreprises françaises vers la Belgique. D'accord ? Ou la médiane. Et ceci peut être en rapport aux ventes en France de ces entreprises. D'accord ? J'ai ces données-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des moments. Le nombre d'entreprises qui exportent vers la Belgique, c'est un moment. Le nombre d'entreprises qui exportent à la fois vers la Belgique et l'Allemagne, c'est un autre moment. D'accord ? C'est des statistiques qui partent. Donc on peut arriver à avoir des formules pour chacun de ces moments. Ces moments, empiriques, on les a. Les moments théoriques, ils dépendent de choses qu'on n'observe pas, puisqu'ils dépendent de paramètres qu'on veut estimer, des élasticités de substitution. Le paramètre A que je vous montrais tout à l'heure, vous savez, quand on avait -1 sur A, ça c'est un paramètre qu'on ne connaît pas. Par contre, si on fait une hypothèse sur A, on peut simuler des données, calculer les moments sur ces données qu'on aura simulées, les confronter au moment observé et se rapprocher par un algorithme qui va nous faire répéter les choses. Vous comprenez l'intuition ? Vous avez des moments. Toutes les techniques, dans le fond, économétriques, même ce qu'on appelle les moins de carré ordinaires, c'est une méthode, c'est des M-estimators, c'est-à-dire des estimateurs de moments. C'est l'idée que, on peut vraiment l'interpréter comme ça, on a un modèle, on a des moments, on fait une régression linéaire, on peut faire une hypothèse sur le paramètre qui est inconnu ou les paramètres inconnus, on génère des données, et on calcule les moments et on regarde s'ils sont loin ou près, et puis on essaye d'ajuster ces paramètres pour se rapprocher petit à petit des moments observés. D'accord ? Et donc comme ça, à la fin, j'aurais pris en compte tous les moments que je vous ai montrés sur les graphes. On prend en compte environ 1500 moments, donc c'est beaucoup. Et on calcule plein de choses. Donc on a tous ces machins. Je continue. Je vais vous montrer après. Donc on paramètre un certain nombre de choses. Je vous en avais parlé tout à l'heure. Excusez-moi. Donc les moments qu'on utilise, c'est ce qui est indiqué ici, mais vous l'avez vu tout à l'heure. Hein. On va avoir des choses avec les distributions des ventes. On va avoir les distributions des ventes en France des entreprises qui exportent par destination, etc., etc. Mais c'est ce que je vous ai montré. Donc on fait exactement ce que je vous raconte sur les moments, on les pondère. Il y a une façon de pondérer. Évidemment, quand on a 1000 moments, il faut les pondérer de manière adaptée. Il y a des formules théoriques pour dire comment on pondère les différents moments. Est-ce qu'il faut pondérer plus certains moments que d'autres ? Il y a des façons de le faire. Et ça prend en compte la variance de ces moments. Hein, puisqu'ils sont pas... Les moments, ce n'est pas déterministe, puisqu'on a des lois stochastiques en dessous, d'accord ? Donc, un moment, c'est une moyenne, il y a un écart type de cette moyenne. D'accord ? Donc, on peut calculer de la variance. Donc, ça prend en compte les choses. Et voilà les estimations. Donc, ça, c'est 10 ans de travail. Enfin, là, on était à 8 ans de travail. Et ça nous donne des résultats qui, comme ça, ne sont pas très intéressants. Le seul truc qu'on peut dire... donc, on a alpha, c'est le choc sur l'entrée. Vous savez, je vous ai dit, on a des coûts fixes. On a un choc sur le coût fixe d'entrée. C'est sigma alpha. On a un choc sur la marge intensive, c'est-à-dire combien on vend, c'est l'autre. Et l'autre, c'est la corrélation entre les deux. Ce que ça dit, que ça soit négatif, c'est que les entreprises qui ont un choc positif sur le coût d'entrée, c'est-à-dire qui
dans le fond, arrivent à rentrer facilement, sont aussi des entreprises qui ne vendront pas beaucoup. Vous avez un Bulgare dans votre entreprise, vous exportez vers la Bulgarie, bah, ça vous aide, mais dans le fond, ça va vous permettre de rentrer, mais ça ne vous donnera pas l'avantage pour vendre beaucoup. Ce qui compte, dans le fond, c'est plutôt d'être bon. Parce que vous voyez que là, le fait que vous vendiez beaucoup, vous pouvez vendre beaucoup, soit parce que vous êtes très bon, et ça renvoie à d'autres paramètres, en fait au θ tilde. Hein, c'est le paramètre de la distribution, c'est un paramètre transformé, la distribution des efficacités. Vous pouvez vendre parce que vous êtes très bon ou parce que vous avez un coup de cul. D'accord? Donc il faut savoir, en fait, quel est l'apport de l'un et de l'autre. Et donc c'est ce qu'on va regarder maintenant. Donc on peut calculer des choses sur l'entrée. Donc le fait de rentrer dans un pays, 57% de la variabilité de l'entrée s'explique par la pure efficacité de l'entreprise. Ça veut dire que l'autre partie, qui est le choc, explique 43% de la variabilité de l'entrée. D'accord? Donc il y a quand même beaucoup d'aléas. Mais 57% provient de l'efficacité de l'entreprise. L'aléa, ça peut très bien être d'avoir rencontré quelqu'un chez Oseo qui vient de la même région que vous et qui va vous faciliter la tâche. Mais ça peut être vraiment énormément de choses, hein, on ne sait pas exactement ce que c'est. Maintenant, les ventes. Donc ça, qu'est-ce qui explique les ventes? On a vu l'entrée, qu'est-ce qui explique les ventes? Qu'est-ce qui explique les ventes? Donc là, j'ai mis la décomposition. Essentiellement, donc alpha, c'est c'est essentiellement la composante aléatoire, le choc aléatoire, et donc pas l'efficacité, le niveau des ventes, puisque c'est 61%, et son U, c'est-à-dire en fait l'efficacité, c'est 39%. Donc on voit quand même que l'efficacité joue un rôle, mais c'est loin d'être la seule chose, puisqu'on a, disons, 60-40 entre les deux. On arrive à faire une décomposition exacte des ventes d'une entreprise dans un pays. NF, ça veut dire d'une entreprise vers le pays N venant de France, et entre parenthèses J, c'est pour dire si l'entreprise J. D'accord? Et on arrive à faire cette décomposition. Donc on a vraiment quelque chose qui nous dit, malgré tout, le niveau des ventes dépend beaucoup de facteurs idiosyncratiques. Ici, le niveau des ventes. Alors que l'entrée, c'était plus l'efficacité. Après, on fait un certain nombre de choses. Juste un point, parce que c'est quand même juste ce truc-là. Imaginez que la France devienne 2 fois la France. Donc la taille du marché croisse. Quel est l'effet de ça sur les prix? Les prix baissent de 30%. Donc c'est des gros effets. C'est des gros effets. Hein, donc il y a des mécanismes puissants à l'œuvre dans le fait de passer à l'Europe. Hein, ça a à voir avec ce genre de choses. Ça, on montre que nos modèles, on confronte les données avec le modèle, on voit que ce n'est pas parfait, mais c'est quand même pas si mal que ça. Alors ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait après? On a fait, c'est le dernier truc, et je pense qu'on pourra arrêter après ça. On a imaginé qu'on baissait les barrières au commerce de 10%, qui correspond en fait à ce qui s'est passé entre 86 et 92. Il y a eu le marché unique européen entre 86 et 92 qui s'est mis en place. Il y a eu une grosse croissance des exports et des imports qui correspond à peu près à 10%. Donc c'est comme si on avait baissé, le marché unique européen correspond à baisser les barrières comme ça de 10%. Et on va regarder, donc on a des méthodes qu'on explique pour ça. Donc ça a la plupart du temps des effets d'augmenter les salaires dans le pays. Les ventes des entreprises françaises augmentent et le nombre d'entreprises qui exportent augmente. Donc ce n'est pas très surprenant, les barrières baissent, il y a plus d'entreprises qui exportent et elles vendent plus. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est les effets sur le nombre d'entreprises. Le nombre d'entreprises diminue. Lorsque vous baissez, quel est l'effet économique? Quand vous baissez
les barrières, bah, qu'est-ce qui va se passer? La France, c'est un pays où des entreprises vont exporter. Et quelles sont les entreprises qui vont rentrer en France qui ne pouvaient pas rentrer? C'est des entreprises efficaces, pas les plus efficaces qui rentraient déjà, mais des entreprises efficaces. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tuer des entreprises françaises. Le consommateur va en bénéficier. Évidemment, les gens sont dans la rue parce que les consommateurs sont moins bien représentés que les gens d'une usine qui sont prêts à se mobiliser pour ça. C'est rare qu'on voit des gens se mobiliser pour faites baisser le prix du pétrole de 5%. Et pourtant, on aurait tous intérêt à faire ça. C'est difficile de le faire. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même le nombre d'entreprises baisse, présente, mais le nombre d'entreprises qui exportent augmente. Les entreprises françaises aussi bénéficient de ça. Et les ventes augmentent, même si les ventes en France, les entreprises qui sont là, baissent. Et ce qui est tout à fait frappant, mais ça renvoie à ce que... Donc ça, c'est la dernière chose, c'est quelles sont les entreprises qui bénéficient de ça? Eh bien, on voit qu'il y a des entreprises qui rentrent. Donc ça, c'est les entreprises qui n'étaient pas actives au départ. On a des nouvelles entreprises qui se créent pour bénéficier de ça. 1118. Mais là, on regarde les entreprises par taille initiale. Les plus petites, c'est celles qui sont entre 0 et 10. On a fait les entreprises, disons, 0 à 10, c'est les 10% les plus petites, puis les 10 à 20, etc. Et ça, c'est le dernier centile, celui qui intéresse Piketty quand il s'intéresse aux personnes, aux revenus. Mais là, c'est les ventes des entreprises, d'accord? Donc là, on en a à peu près 20 000, on en a même exactement 23 140, on en a 2 314. On voit que partout, dans toutes les centiles, sauf le dernier, il y a des entreprises qui meurent, moins dans les entreprises les plus grosses et plus dans les entreprises les plus petites. D'accord? Il y en a, le nombre d'exportateurs est important, et il croît plutôt plus dans les grandes que dans les petites, mais voilà. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est que les bénéfices sont très inégalement répartis, puisque les ventes, l'essentiel des ventes, et de la croissance des ventes, d'accord? C'est ce qu'on voit là, c'est les ventes de presque toutes les entreprises jusqu'au 90e, 9e décile diminuent, et c'est les grosses entreprises qui bénéficient de ce machin. Alors, les grosses entreprises, c'est 10%, là c'est 1% des entreprises, là c'est 10% des entreprises, c'est les entreprises qui sont... on a des exportateurs un peu partout, hein, mais c'est les entreprises les plus efficaces, les plus grosses. Et si on regarde en millions l'évolution des exports, c'est presque uniquement 1% des entreprises. Donc on est quand même dans un monde où les entreprises qui comptent, c'est les entreprises qui sont les plus grosses pour ce genre de choses qui vendent, et on est vraiment dans un monde très particulier, quoi. On s'excite beaucoup sur les petites. C'est bien de s'exciter sur les petites. Ce qui est important, c'est pas que les petites soient petites, c'est que les petites deviennent grosses et atteignent leur potentiel. D'accord? Mais quand même, les bénéfices de la mondialisation dans des modèles comme ça sont inégalement partagés, très clairement. Et il faut avoir en tête qu'il y a des perdants et des gagnants, que les perdants, c'est plutôt des petites entreprises, les gagnants, c'est plutôt des grandes. Alors après, ça renvoie à tout ce qui se passe sur les salariés, et la question de sécurisation dont on nous rebat les oreilles, en particulier avec l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013, dont on nous a dit que c'était une avancée magique. Je pense que le mot de magie s'applique. Je vous remercie.